Elena Volochine, vous êtes notre chef de bureau de France 24 à Moscou. Merci d'être avec nous. Moscou menace les journalistes indépendants. L'information est soumise à la censure d'État. La vérité fait peur à Poutine et le Kremlin a bloqué plusieurs médias. Oui, effectivement, il y a quelques jours, les premiers médias indépendants en ont fait les frais, les chaînes, les très symboliques chaînes web-télévision Docht et la radio Écho de Moscou. Et puis, il y a eu tout cet arsenal législatif qui a été mis en place. D'abord, il a été interdit par l'État russe d'employer le mot guerre pour qualifier la guerre. Et ensuite, cette loi donc sur les fake news qui a été votée par le Parlement russe, qui punit jusqu'à 15 ans de prison ce que l'État russe considérerait comme de fausses informations sur son opération spéciale en Ukraine, comme il l'appelle. Alors évidemment, si on appelle les choses par leur nom et de façon préméditée, ce qui prête à interprétation, n'est-ce pas, dès lors qu'on est accusé de cela, eh bien, on est passible de cette peine de 15 ans de prison. Et il faut rappeler aussi, parce qu'on parle beaucoup du fait de ne pas qualifier l'opération militaire de guerre, etc., mais même le fait d'appeler à des sanctions contre la Russie, par exemple, dans des publications, ça aussi, c'est passible de prison maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que la Russie devrait faire l'objet de sanctions. Alors, c'est pas ce qu'on fait en général dans les publications, mais on voit au fil des ans et de ce genre de lois qui se mettent en place, de lois qui répriment la liberté d'expression, que même une publication qui relaie les propos de quelqu'un qui aurait appelé à des sanctions, ça peut être utilisé contre le journal, contre le média, pour dire qu'il y a eu un appel, et donc cette loi peut être de toute façon mise en place même contre le média. Donc en fait, il y a vraiment aujourd'hui un sentiment qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rien publier, et c'est pour cela d'ailleurs que de très nombreuses rédactions ferment, voire quittent aujourd'hui la Russie. On disait que les sanctions économiques ne peuvent pas avoir d'effet immédiat, mais en fait, la chute du rouble, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences très rapides pour les Russes? Et est-ce que, d'après vous, les sanctions qui ont été prises, ça va souder les Russes derrière le chef, le président Vladimir Poutine, ou au contraire, ça va accentuer la défiance envers le pouvoir? Alors, je pense que l'opinion ne réagit pas directement aux sanctions, aux conséquences sociales, parce qu'il faut dissocier deux choses. D'abord, effectivement, ces sanctions sans précédent et cette chute du rouble vertigineuse, évidemment qu'elle va avoir des conséquences pour les Russes. On va recommencer à mettre de l'argent liquide sous son matelas. Il va y avoir une inflation galopante, la chute du pouvoir d'achat et puis le retrait de toutes les entreprises étrangères de Russie. Finalement, on a l'impression qu'on retourne quelque part derrière le rideau de fer et ce modèle de consommation qui tournait à l'intérieur de la Russie et qu'on va être coupé du monde. Je veux dire, Ikea se retire, le système PayPal se retire. Bon, là, on est en train de se renfermer. Donc ça, évidemment, les Russes qui ont pris l'habitude depuis 30 ans de vivre dans une société très, très occidentalisée, finalement, malgré le régime. Mais si on ne se préoccupe pas de la politique, on est vraiment dans une société de consommation sur le modèle occidental. Donc ça, évidemment, les Russes vont le ressentir très fortement. Maintenant, est-ce que ça va mener à une érosion du soutien à Vladimir Poutine ou au contraire au renforcement? Ce sont des mécanismes très complexes. Il y a là d'abord la propagande, cette propagande de guerre très très dure, qui nourrit ce sentiment de frustration et de ressentiment envers les Occidentaux, parce qu'on dit qu'on nous attaque, que c'est à cause d'eux que cela arrive et non pas à cause de Vladimir Poutine. Donc on vit en Russie dans un système non seulement qui se renferme, on va être obligé d'adhérer à un message. Si on ne peut pas partir, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit trouver son compte là où on se trouve. Donc à défaut de pouvoir haïr son dirigeant, on va haïr l'Occident qui, selon la propagande, nous attaque. Donc vous voyez, c'est un mécanisme très complexe. Évidemment, au fond, le sentiment d'adhésion envers Vladimir Poutine, il n'est plus là depuis longtemps. Il y a eu le Covid, la lutte désastreuse, les effets désastreux du Covid et la gestion désastreuse de la Russie du Covid. Il y a eu la réforme constitutionnelle de Vladimir Poutine. Ça fait un moment déjà que sa cote de popularité est en train de s'éroser. Mais on voit, selon le dernier sondage de l'Institut d'études d'opinion Levada, par exemple, qu'aujourd'hui, il a 70% de cote de confiance sur fond de cette opération contre l'Ukraine. Donc on voit que la propagande joue son rôle, joue son effet. Maintenant, est-ce que réellement il y a un soutien ou bien c'est tout simplement la peur qui fait répondre les gens? C'est quand même quelque chose qu'il va falloir analyser plus sur le long terme. Est-ce que vous pensez qu'il y a des fissures qui peuvent apparaître ou qui apparaissent déjà dans les secteurs militaires, économiques, voire politiques? Alors, les fissures et bon, les militaires, on a pu parler d'ailleurs avec quelques militaires qui remontaient déjà du front dans un train de nuit vers Moscou depuis Belgorod. Ils nous disent qu'ils ne savaient absolument pas pourquoi ils partaient en Ukraine. On leur a dit jusqu'au bout qu'ils allaient effectuer des manœuvres, etc. Donc, est-ce que les soldats eux-mêmes, après, ils ne se posent pas de questions. Les soldats russes, ce sont des soldats, ils sont mobilisés, ils vont se battre, et puis ils sont aussi quelque part imprégnés par cette propagande qui dit aujourd'hui que les hommes russes doivent rendre hommage à leurs grands-pères qui ont battu les nazis et qu'aujourd'hui on est dans cette même lutte contre les nazis qui ont pris le pouvoir en Ukraine, etc. Donc bon, il y a une certaine adhésion à ce message. Maintenant, la vraie question, c'est
pas tant la fissure. Le système est tellement verrouillé que les petits maillons du système n'ont pas vraiment droit de prise de parole ou de rébellion, etc., parce qu'il y a une répression très forte. La vraie question, c'est de savoir est-ce que fissure il y a au sommet de l'État, parmi le premier cercle de Vladimir Poutine, parmi les conseillers, parmi les oligarques, parmi les responsables des structures de sécurité qui dirigent le pays, parce que ça, c'est très important. C'est un pays, Vladimir Poutine est l'ancien chef du FSB, l'ancien agent du KGB, et le pays aujourd'hui est dirigé par ces structures totalement paranoïaques qui lui présentent une carte du monde qui n'est pas la réalité de ce qu'elle est de ce qu'elle est réellement. Et donc, du coup, la question, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a une fissure au sommet de l'État? Est-ce qu'il va y avoir des mécanismes dans ce sens-là? On n'a absolument aucun insight là-dessus. On n'a aucune information pour le moment. Donc, je ne vais pas m'avancer. Mais ça serait intéressant de suivre et de le savoir. Est-ce que Vladimir Poutine est tout seul, ou est-ce qu'il y a une élite aujourd'hui est-ce qu'il y a un consensus qui s'élève et qui disent qui pourrait lui dire qu'il va trop loin? Qu'il va trop loin, ou bien au contraire, est-ce qu'il y a un consensus dans cette opération contre l'Ukraine et cet impérialisme aujourd'hui militaire? Ça, on ne sait pas. Merci beaucoup, Elena Voloshin, pour votre décryptage.